Hey, salutations à toutes et tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique cinématographique sur le dernier X-Men Apocalypse. Alors comme vous avez beaucoup aimé ce que j'ai fait pour Captain America Civil War, je vais vous refaire un petit historique de ce que j'ai pensé des précédents films de la saga X-Men. Et si vous ne voulez pas le savoir ou vous sautez directement, vous pouvez voir la critique de X-Men Apocalypse à cette timeline. Vous pouvez cliquer là-dessus, c'est parti. Go. Tout premier X-Men sorti en 2000 et réalisé par Bryan Singer. Alors, donc on installe la base du comics, les personnages iconiques, la plupart sont là, il y a des bons acteurs, c'est pas mal centré sur Wolverine, ça tombe bien, c'est un personnage très réussi avec un Hugh Jackman au top. L'histoire est pas extra, mais ça fait le boulot. Qu'on aime ou pas, il y a du grand spectacle. Donc pour moi, ça a commencé plutôt fort, 3,5. S'en est suivi en 2003 X-Men 2. Étant donné que le premier X-Men a bien marché, on augmente un peu le budget. Ça permet... On se demande bien parce qu'en fait, ouais... Non, graphiquement, il n'y a pas eu des évolutions énormes. Il n'y a pas tant d'action que ça, il y en a même un peu moins, j'aurais tendance à dire. Il n'y a pas de grosses scènes impressionnantes, vite fait le barrage à la fin, mais... Non, pas extra, et ouais... Il y a le personnage de Diablo qui fait son apparition. J'ai personnellement été très déçu. Déjà, qu'est-ce que ça fout, une espèce de prêtre allemand, c'est n'importe quoi. Et là, ça correspond pas du tout, parce que je rappelle, quand même, que c'est censé être le fils de Magneto et de Mystique. Il a l'air de quasiment avoir le même âge que Mystique, c'est pas bon. Mais bon, hein. Voilà, sinon après, donc il n'y a pas assez de Wolverine. C'est vraiment le bon personnage de la saga, il a bien compris pour le premier. Dans le 2, il reste toujours principal, mais on le voit moins. Et c'est dommage parce que ça se fait au profit de Cyclope et Jean Grey, incarnés par James Marsden et Famke Janssen, ce que je trouve vachement dommage parce que c'est pas forcément des très bons acteurs et en tout cas ce qu'ils font de leur personnage n'est pas très intéressant, ni au scénario leur histoire est assez bidon. C'est pour ça que le 3 ça me fait chier aussi. Et donc voilà, j'ai pas été convaincu du tout même par le 2. Même si beaucoup l'ont trouvé encore mieux, limite l'un des, si ce n'est le meilleur. Je crois que la presse, pour lui c'est le meilleur, le deuxième. Mais alors moi, je me suis plutôt ennuyé. 2,5. En 2006, Bryan Singer lâche la saga pour se concentrer sur Superman Returns. Il a mieux fait de s'abstenir le bougre. Et donc X-Men 3, l'affrontement final, réalisé par Brett Ratner, à qui on devra quelques années plus tard le Hercule, avec The Dwayne Johnson, The Rock. Donc là, il y a une histoire plus intéressante que dans les deux premiers, sur dans quel camp doivent se ranger les X-Men, parce que clairement le gouvernement veut mettre un terme aux X-Men et propose un remède contre le gène X. Comme si c'était une maladie le fait d'être un X-Men et qu'il fallait y remédier. Donc là, forcément, Magneto et tout, ils pètent un câble et c'est la baston. Le côté baston, c'est plutôt pas mal. Visuellement, c'est énorme. Ils ont mis les grands pots dans les gigantesques. 210 millions de dollars de budget, ils ont fait péter les compteurs. Ça se voit, ça fait plaisir, pourquoi pas. Et qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, T.T. Pride a interprété par Ellen Page. J'adore, très très fan. Alex Bert qui prend un peu plus d'ampleur, pourquoi pas. Angel, l'arrivée d'Angel, personnage très important dans les comics, incarné par Ben Foster. Bien, ça fait plaisir. FX, donc au top, hein, forcément, les effets spéciaux. Ouais. Mais bon, si de base l'idée du scénario peut être intéressante, s'ils en développent, surtout dans la deuxième partie, c'est pas très intéressant. Et au fond, on voit pas vraiment pourquoi les gentils X-Men se mettent du côté des militaires qui sont des enfoirés de première. Et on aurait plus tendance à être du côté de Magneto, mais bon. Voilà quoi. Donc X-Men, l'affrontement final. 3
3 étoiles. Bon, ça m'a donc marqué la fin de cette première trilogie de X-Men, parce que l'affrontement final n'avait pas si bien marché que ça au box-office. Donc du coup ils ont dit, pour se refaire un peu, on va un peu baisser le budget, et on va centrer tout un film sur le personnage le plus iconique de la saga, Wolverine. Donc en 2009, Gavin Hood a fait un X-Men Origins Wolverine pour raconter un peu l'origine de Wolverine. C'est plutôt bien fait, une bonne dose d'action, il y a des passages secondaires intéressants, notamment Gambit. Donc ça c'est un personnage, c'est quasiment le personnage le plus iconique en dehors de Wolverine. Personnellement c'était l'un de mes préférés quand j'étais petit, quoi. Et tout ça pour dire quoi? Que ça avait l'air d'être un très bon film, ça avait le potentiel pour être un très bon film, mais déjà de base le scénario, on s'en fout, parce que tout le passé de Logan avait été expliqué dans X-Men 2, donc ça fait clairement redite, c'est pas très intéressant. Et après franchement, Victor, le frère de Logan, alias Dent de Sabre, donc déjà grosse incohérence parce qu'apparemment ils n'étaient pas du tout frères dans les premiers X-Men, donc là ils deviennent frères, même si j'aime beaucoup Liev Schreiber, je déteste son personnage au plus haut point. Deadpool en grand méchant, il est ultra cheaté niveau pouvoir, ça c'est classe, ça fait un gros combat. Son personnage, avant de devenir Deadpool, est intéressant, mais non. Non, clairement le scénario est une grosse déception, et limite trop d'action tue l'action. Donc X-Men Origins Wolverine, plutôt un ratage, j'aurais tendance à dire. Et je le classe à 2,5. S'en est suivi en 2011 X-Men le commencement, réalisé par Matthew Vaughn, celui à qui on doit les 2 premiers Iron Man notamment, et le récent succès planétaire, le livre de jungle, à qui on doit aussi Kingsman. Donc le type c'est pas n'importe qui. Et clairement, il a fait du très bon boulot pour remettre un peu la saga X-Men sur les rails, en racontant les origines. Donc du coup, on prend des personnages qui avaient été déjà bien faits dans les premiers X-Men, mais qui n'étaient pas forcément très développés au niveau du background. Et donc là, on s'intéresse beaucoup sur 3 personnages clés, Magneto, Dr Xavier, Charles Xavier, et Mystique, Raven. Donc là, c'est très intéressant comme origine. Pour le coup, c'est pas du tout comme X-Men Origins Wolverine, qui faisait carrément une redite. Là, c'est des choses qu'on n'avait pas vues. Le cadre années 60, ça change un peu la donne, c'est bien. Qu'est-ce que j'avais raconté? Ouais, alors visuellement, c'est très beau ce qu'il fait avec Matthew Vaughn. C'est vachement esthétique. Le plan de l'espèce de porte-avions dans les airs, énorme. C'est colossal. Il y a des personnages secondaires très bons, notamment celui fait par Nicolas Hoult, le fauve, qu'on l'avait déjà aperçu 10 secondes dans le deuxième et un peu plus en profondeur dans le troisième. Là c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup ce qu'on fait du fauve. Et son histoire avec Ravena, pas du tout, ça c'est dans le chasseur et la reine des neiges. Donc non, Raven. Donc j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec son histoire avec Raven. Ça marche bien. Et d'ailleurs, globalement, le scénario, même si on aurait pu craindre des avalanches de clichés par rapport à l'enfance d'Eric Lencher à Auschwitz, aïe. Mais en fait, on s'en remet. Et puis l'histoire guerre froide. Mais finalement, l'histoire guerre froide, ça renforce vraiment le fait que déjà que le climat mondial est vachement tendu, rajouter par-dessus une histoire de mutants, c'est pour ça que c'est intéressant de se jouer discret et vraiment d'essayer de minimiser tout ça et cacher au public vraiment l'existence des X-Men. Et donc c'est très intéressant ce qu'ils font dans X-Men le commencement.
Et donc, en toute logique, c'est le premier X-Men vraiment réussi de A à Z, que ce soit au niveau des personnages, de l'histoire, du comics. Visuellement, c'est le plus abouti aussi. Donc, 4 étoiles. Il n'y a pas de souci. En 2013, il y a une suite enfin, une suite, non. Si, c'est plus ou moins une suite à X-Men à l'affrontement final. Bah, ça retrouve un peu des éléments vite fait, mais c'est surtout un stand-alone sur le Wolverine. Donc là, Wolverine, le combat de l'immortel, sorti en 2013 et réalisé par James Mangold, qui reprendra au passage le flambeau pour le dernier Wolverine en 2017. Donc voilà, une petite histoire de Wolverine au Japon. C'est une espèce de film un peu samouraï, thriller, un truc qu'on n'avait jamais vu dans les X-Men, donc ça c'est très intéressant. C'est pour ça que à ce niveau-là, il vaut la peine d'être vu. Mais globalement, c'est quand même une assez grosse déception dans le sens où ça n'a plus rien à voir avec les X-Men, en dehors de quelques scènes vers la fin. Parce que déjà, non seulement il perd ses pouvoirs, enfin il les retrouve, mais enfin pas les griffes de métallique, ça non. Mais donc, il perd ses pouvoirs et les X-Men, déjà il n'y en a pas, et des mutants, on en voit 2 vite fait. Mais bon, ça, c'est presque même pas un X-Men. Et le scénario de la quête identitaire, il est un peu assez lâche quand même, merde. Bon, c'est pour ça que j'irai seulement à 2,5 pour le combat de l'immortel. Mais attention, parce que en 2014, ça ne rigole plus. Bryan Singer revient à la charge, il reprend les rênes de sa saga et il fait d'une pierre deux coups en faisant à la fois une suite de X-Men le commencement avec tout le casting très intéressant qu'il avait réuni, que ce soit James McAvoy ou Michael Fassbender, qui ont eu leur carrière, qui ont explosé à l'image de Jennifer Lawrence, elle aussi. Et donc non seulement il fait une suite de X-Men le commencement, mais il réunit ici tout le cast des 3 premiers X-Men avec l'histoire des Sentinelles. Et alors là, c'est le jackpot ultime, ma gueule, bien sûr. On retrouve tous les personnages des anciens, des nouveaux, ça se mélange, c'est excellent. On voyage dans le temps avec un Logan toujours au top. Du coup, c'est le meilleur rassemblement de casting qu'on ait jamais vu dans la saga. Le scénario des Sentinelles est excellent. Ce qu'on voit dans le futur, c'est génial. Des combats épiques, avec visuellement des choses très réussies. Yo Marcy qui fait 2 répliques, mais bon. Hein. Ah, vraiment, dans le futur, on sent la menace des Sentinelles. C'est combats complètement disproportionnés. C'est quasiment invincible les Sentinelles et ils se font éclater d'une force. Du coup, on est là, il y a le stress. Il faut vraiment qu'ils réussissent à modifier le cours du temps. Donc il y a vraiment un enjeu quasi inédit, parce que là c'est vraiment l'annihilation pure et dure, dans un climat vraiment post-apocalyptique très très réussi. Ça manque d'action. Il y a vraiment les scènes de combat dans le futur. Il y en a aussi, mais uniquement sur la fin, et c'est pas vraiment des combats. C'est quelques scènes impressionnantes visuellement, mais ça manque de gros combats. Mais bon, c'était le plus abouti. Days of Future Past, le plus abouti avec le commencement. Lui aussi, je le range à 4 étoiles parce que histoire au top, ensemble de casting et tout ça, ça fait plaisir. Juste un petit truc sur le surplus de rôles du coup, comme il y a l'ensemble des doubles castings, il y a quelques rôles du coup qui font très figuration. C'est dommage, mais bon. Voilà. On peut pas tout avoir non plus. Et peut-être qu'ils l'ont un peu amélioré dans la version Extending Rogue version, recentrée sur le personnage de Malicia. J'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Faudra peut-être que je le vois à l'occasion. Mais bon, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas très homogène le niveau. Ça descend pas en dessous de la moyenne. Il y a Wolverine 1 et 2 et X-Men 2 qui sont un peu middle.
L'affrontement final un peu décevant, X-Men ça partait sur de bons rails, mais sinon c'est vraiment X-Men le commencement et Days of Future Past qui vraiment redonne un nouveau souffle à la saga et ça se ressent au box-office puisque Days of Future Past a vraiment été le premier très rentable. Parce que même le commencement qui était très bon, bizarrement, il n'a pas marché du tout. Et limite, il a un peu bidé. Parce que je crois que les gens s'étaient déjà désintéressés d'X-Men. Mais après, apparemment, il a bien cartonné en DVD. Et puis le fait que tout le monde revienne, là, ça... Et du coup, j'avais énormément d'attentes pour Apocalypse, parce que c'est l'arc le plus intéressant du comics. Apocalypse, c'est le méchant ultime. Celui qui fait frissonner carrément, quoi. Et qui amène les combats à un niveau jamais vu. Notamment, par exemple, Angel, qui fait son grand retour. Et c'est l'un des tout premiers X-Men à passer au niveau 5. Juste pour rappel, il avait un peu dit dans X-Men l'affrontement final. Mais donc il y a un peu des hiérarchies des pouvoirs. Je crois que Magneto, il est à peu près level 5, comme Jean Grey. Mais sinon, même Charles Xavier, Wolverine, la grosse masse, ils sont niveau 3, même des fois 2 ou 1, pour les un peu plus moyens. Mais donc là, Angel, il est passé direct level 5, avec ses ailes métalliques qui envoient des flèches paralysantes. D'ailleurs, on le voit là, avec ses ailes métalliques, mais la flèche paralysante, je ne suis pas sûr. Bref, donc X-Men Apocalypse, sorti mercredi et réalisé par Bryan Singer qui fait son grand retour. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Il y avait donc du très gros potentiel, parce que franchement, il n'y a pas au-dessus d'Apocalypse. C'est le méchant le plus iconique de X-Men, et on le suit avec le casting le plus intéressant. On reprend les acteurs de X-Men le commencement et ceux du passé qu'on avait revus dans Future Past. Et on a plein de nouveaux qui sont très intéressants à suivre, par rapport aux acteurs, leur carrière. On a la nouvelle interprète de Jean Grey, c'est Sophie Turner qui l'incarne, qui fait Sansa Stark dans Game of Thrones, donc sa carrière a explosé, c'est certain. Il y a Ty Sheridan qui a été aperçu, qui a été la révélation de Muse, les rivières du Mississippi, et qu'on a revu avec un film avec Nicolas Cage là, qui était pas mal. Joe, me semble-t-il. Et il y a aussi Nicolas Cody Smith, un truc comme ça, celui qui fait Diablo, qu'on avait vu récemment dans le dernier La planète des singes de l'affrontement. Donc c'est un ensemble d'acteurs très prometteurs. Il y a Oscar Isaac qui fait une percée phénoménale aussi avec Ex Machina, Star Wars 7, là qui fait le grand méchant, même s'il est carrément méconnaissable. Il faut vraiment savoir que c'est lui, parce que l'acteur, on le voit à peu près 10 secondes, sinon c'est sous des tonnes de maquillage ou effets spéciaux, on sait pas trop. Donc du coup, Bryan Singer qui a fait quelque chose d'exceptionnel sur X-Men Days of Future Past, qui revient avec les acteurs qu'on aime, avec de nouveaux acteurs très prometteurs, avec l'arc du comic le plus intéressant. Visuellement, ça s'annonçait colossal, on ne pouvait pas faire mieux. Et ouais, c'est plutôt un bon film, mais c'est carrément décevant par rapport au potentiel qu'il y avait. C'est dingue ça. Il y a énormément de scènes d'action, de combat, mais pas une seule est vraiment colossale, quoi. Il y a un sentiment de grandeur généralisé, mais pas marquant. Apocalypse, il est ultra cheaté normalement, il a énormément de pouvoir, c'est un dieu vivant, mais il n'y a pas le charisme derrière, et on le voit jamais faire une démonstration de ses pouvoirs. Il développe les pouvoirs des autres, notamment Magneto, qui lui a quelques passages très impressionnants. Mais lui, personnellement, Apocalypto, lui, il n'impressionne pas. C'est dommage, parce qu'il y a des moyens, quoi. Donc déjà, visuellement, c'est une déception, parce qu'ils vont pas aussi loin qu'ils auraient pu. Après, il y a aussi... il y a deux autres types de déceptions. Les acteurs.
Parce que déjà les anciens, les nouveaux anciens, qui sont arrivés avec X-Men le commencement, qui commencent déjà à être appelés les anciens, ils sont moins présents, c'est dommage. Parce que les nouveaux, ils sont pas au sommet. Il y a un peu des redites sur leur origin story. Les acteurs, ouais, ça passe, mais non, ils m'ont pas convaincu. Mais après, c'est surtout au niveau du scénario que le film tient pas tellement la route. C'est très dommage parce qu'il y avait énormément de potentiel. Mais déjà, c'est quasiment 10 ans plus tard. Ça se ressent pas tellement au niveau des acteurs. Physiquement, ça se voit pas trop. Du coup, comme ça se voit pas trop, le fait que, encore une fois, Diablo soit le fils de Mystique et Magneto, ça se voit pas. À la limite, ce serait incohérent. Ça n'a pas l'air du tout une seule seconde. Surtout vu comment ça se passe. Donc, encore une fois, après X-Men 2, Bryan Singer, relis tes comics. Tu fais n'importe quoi avec Diablo. Tu refais un coup du cirque allemand. Ou alors c'est qu'il y a plusieurs origin story à Diablo dans les comics, mais t'as choisi la mauvaise, elle n'est pas intéressante celle-là d'origine. Fais l'autre. Enfin, c'est trop tard, mais t'aurais dû faire l'autre. Donc ils sont censés se passer aussi en 83. 83, ça fait 17 ans avant X-Men. 17 ans avant. Ils ont l'air d'avoir une vingtaine d'années, ce qui voudrait dire que Cyclope et Jean Grey, ils seraient censés avoir 37 ans dans X-Men 1, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc déjà, erreur chronologique et de casting. Donc non seulement ils prennent des acteurs ultra cotés et prometteurs, et ils n'en tirent pas un gros potentiel, mais en plus, ils sont hors sujet par rapport à l'âge réel qu'ils sont censés avoir. Donc là, à force, ils commencent à nous perdre avec la chronologie. Parce qu'il y a des choses incohérentes par rapport à ce qui se passe après. Il y a déjà l'arrivée de certains personnages qui ne sont pas encore arrivés dans les anciens, et même si c'est censé être une réalité alternative, il y a un problème de continuité de l'histoire, pas forcément en termes de rencontres ou trucs comme ça, mais aussi en termes d'âge et de présence. Il y en a qui sont tout simplement pas censés être là. Angel, il a le même âge quasiment. Par rapport à X-Men l'affrontement final 2006. Donc là, c'est 23 ans. Il serait censé avoir 40 balais, Ben Foster, dans l'affrontement final. C'est pas du tout le cas. Donc manque de cohérence entre les films. Et ils s'en foutaient un peu de leur gueule à ce niveau-là dans Deadpool. Et ils commencent à avoir raison. Donc même si c'est plutôt un bon X-Men, je lui mets 3 étoiles. Voilà. Visuellement, c'est pas si impressionnant que ça. Enfin, c'est impressionnant, mais il n'y a pas de scène colossale et les affrontements sont légèrement décevants. Et l'histoire est ratée. Elle est carrément ratée, l'histoire. Apocalypto n'a aucun charisme. Et son personnage, on ne le comprend pas. Il est censé avoir les pouvoirs ultimes, il s'en sert pas. On ne sait même pas pourquoi il veut changer le monde. Il veut quasiment détruire le monde pour le refaçonner avec les mutants, mais c'est... Déjà, c'est ultra classique, le grand méchant qui veut détruire la Terre. Et en plus, ses motivations... voilà, quoi. Et Eric Lancher, Magneto... Même tous, Tornade aussi, bande de girouettes. Zéro, enfin là pour le. Normalement, en plus, Michael Fassbender, il est exceptionnel. Son personnage est exceptionnel, si l'on a fait dans Days of Future Past et le commencement, c'est terriblement bon. Et là, on le sent quasiment vide. Bon voilà. Pétard mouillé. C'est probablement celui qui avait le plus gros potentiel de la saga, et ce qu'ils en ont fait, c'est pas si intéressant que ça. En plus, on va devoir attendre 2020 pour les New Mutants,
qui serait en plus centré sur les nouveaux, qui ont fait un peu un démarrage bidon. Alors qu'on voulait le retour justement de ceux de X-Men 1, 2 et 3 qu'on avait revus dans Déjà Future Past. On revoulait ceux-là, même si on avait adoré les anciens, ceux chronologiquement avant de le commencement et Déjà Future Past. John McAvoy, Michael Fassbender et Jennifer Lawrence, Nicolas Hoult. Les quatre, on les adore, il n'y a pas de souci. Il aurait fallu continuer à jongler un peu sur les deux timelines. Mais rester sur l'ancienne timeline en perdant toute la richesse des anciens, c'est extrêmement dommage. Surtout pour faire ça. Ils vont nous perdre en réalité alternative, on est en train de rejoindre X-Men 1. Et c'est pas utile. On veut autre chose. Et du coup c'est dommage parce que là, j'attends beaucoup plus Wolverine 3, alors que j'ai pas aimé les deux premiers, que ce que j'attends les New Mutants. Bon. Enfin voilà sur ce que je pense de la saga X-Men en général et d'Apocalypse, qui est un plutôt bon X-Men, mais décevant par rapport au nouveau départ qu'on a eu par rapport au commencement. Enfin bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle critique de film, un court-métrage, un top que faudrait que je sorte à force, depuis le temps que je l'ai écrit. A bientôt, abonnez-vous, salutations!